Alors, que fait-on de toutes ces informations? Toutes les informations qu'Yves Lévy a rappelées et celles plus spécifiquement qui concernent les 1000 jours. Effectivement, telles qu'elles sont présentées là, c'est anxiogène et je ne suis pas certain qu'on puisse exploiter et utiliser ces données-là dans la vie courante. Et donc, ce qui est fait par des associations, par des professionnels de santé, par des professionnels de l'éducation, c'est d'informer, les futurs parents, les jeunes parents, d'informer les professionnels de santé sur des recommandations qui peuvent être faites pour réduire l'exposition. Avoir toujours en tête que l'exposition zéro, c'est, impossible. On est trop exposé, mais on peut réduire notre exposition. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour que ça marche, il faut pour qu'un programme de promotion de la santé soit efficace, il faut qu'il soit faisable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas taper tout azimut, il faut prioriser des actions, il faut prioriser des messages que j'ai résumés sur quelques diapos. Là, ce sont des messages qui sont transmis par l'association FAE, Femmes enceintes, environnement et santé, qui est une association qui forme les professionnels de santé, mais aussi qui informe les futurs parents et qui donne des messages simples, pour réduire de façon sans trop de façon, non contraignante, l'exposition aux toxiques. Donc voilà, si j'en montre, je montre quelques messages. Quelles recommandations pour la femme enceinte ou qui allait concernant l'alimentation? Bah oui, plutôt utiliser des vous allez voir que c'est assez facile à appliquer. L'idée, c'est d'informer, passer des messages simples, qui vont pas changer du jour au lendemain les comportements, mais qui vont les faire évoluer progressivement peut-être, en tout cas probablement. Hem, Utiliser plutôt des aliments frais ou congelés plutôt que des produits transformés de type industriel. Hem, Laver et rincer légumes et fruits et là, s'il faut apporter des arguments, il y a des arguments qui très solides, scientifiques, qui montrent que lorsqu'on épluche une pomme, après l'avoir, lavée, on réduit très nettement l'exposition aux pesticides sur cette pomme, mais c'est vrai pour les autres fruits, mais ça a été démontré essentiellement pour la pomme. Éviter les plats préparés réchauffés au micro-ondes. On remet en suspension quand on fait ça, on remet en suspension les plastifiants qui sont en fait des molécules qui sont intégrées dans le plastique, qu'ils se détachent du plastique lorsque l'aliment est chauffé, surtout s'il est acide, avec du jus de tomate par exemple, et dans des lipides. Donc éviter de réchauffer dans le plat plastifié, cuisiner à feu doux pour éviter de produire des dérivés, qui sont aussi des perturbateurs endocriniens, la friture, et conserver dans des récipients en verre plutôt qu'en plastique. Vous voyez? Donc c'est des choses relativement simples, et chacune de ces recommandations a été démontrée efficace pour réduire l'exposition. Heu L'habitude a souvent été prise de préparer la chambre du bébé pendant le congé maternité et là, c'est sûrement, potentiellement une situation à risque. En tout cas, attention dans les travaux dans les maisons anciennes, bien aérer pendant les travaux. Hem, Plutôt le faire préparer cette chambre, plutôt par le coparent plutôt que par la future maman. Utiliser des produits, écolabellisés, qui relarguent moins de composés organiques, volatiles et de solvants, potentiellement, perturbateurs endocriniens. Utiliser, hem, les capacités des nouveaux étiquetages, en termes d'émissions dans l'air intérieur, plutôt privilégier des produits, des peintures, par exemple, A+. Le prix est pas forcément plus élevé, actuellement. Dans d'autres recommandations, ça concerne les polluants qu'on peut trouver dans la chambre du bébé. Bien aérer, mais ça c'est vrai dans toutes les pièces, la chambre du bébé, 10 minutes 2 fois par jour. Encore une fois, utiliser des peintures, A ou A+, éviter les insecticides, éviter les parfums à l'intérieur et les bougies. Et concernant, les cosmétiques, naturellement, il y a des fiches pour bien d'autres sujets, mais je limite ici à quelques fiches.
limiter l'exposition, l'utilisation de cosmétiques, notamment les crèmes, hydratantes, les crèmes solaires, ou en tout cas être très vigilant aux crèmes solaires, parfums, vernis à ongles, certains colorants pour les cheveux, éviter les sprays pour éviter de les inhaler, et si on utilise des cosmétiques, utiliser des crèmes labellisées sans parabènes. Et pour les fesses de bébé, donc éviter d'utiliser des lingettes, jetables. Utiliser l'eau et le savon, c'est largement suffisant pour nettoyer les fesses du bébé. Voilà, et puis, il n'y a pas que dans la vie courante, à l'hôpital aussi, on est exposé, aux plastifiants. Les tubulures de perfusion, sont en PVC avec des plastifiants qui peuvent être largués par les médicaments, notamment, qui contiennent des lipides. Et vous voyez, je suis pédiatre, je travaille dans un service de, néonatologie. Vous voyez ce bébé, prématuré, il est très, très exposé à ces, plastifiants, et toutes les sources de plastifiants, que ce soit son incubateur, les tubulures de perfusion, les cathéters, le tube trachéal ou gastrique. Et donc effectivement, il est possible de travailler sur ces sujets-là avec les pharmaciens, avec les acheteurs, qui sont les personnes qui s'occupent de faire les achats auprès des industriels et faire prendre conscience de l'importance de ces du choix des produits. On a fait une étude, au CHU de Lille, avant, après. On avait des concentrations urinaires de DEHP, qui est un phtalate perturbateur endocrinien, avec des concentrations très élevées, 3000 fois supérieures à ce qu'on voit dans la population, générale, et actuellement on approche de 0, pour le DEHP. Donc quand on est attentif à ces aspects-là, on y arrive, même si ça nous a pris, quelques années. Voilà, donc il est possible de passer, si je résume ce que je viens de dire, il est possible de passer des messages simples, qui sont efficaces pour réduire le degré d'exposition. Alors on ne sait pas bien quel impact ça a sur la santé, hein. Là, l'idée, c'est de réduire le degré d'exposition, que ce soit dans la vie, courante ou, même à l'hôpital. Alors je voudrais surtout insister sur un point. Probablement que, si vous découvrez aujourd'hui ce sujet, probablement que c'est anxiogène. Imaginez qu'on est entouré de produits qui peuvent avoir un impact sur notre santé, surtout si on parle de neurodéveloppement, surtout si on parle de cancer, c'est anxiogène, et cette anxiété, elle a été démontrée. On sait que, les quand on mesure l'anxiété des futures mères, au plus on sait de choses sur les perturbateurs endocriniens, au plus les mères sont anxieuses, et ça a été largement démontré dans cette étude. Il y a un lien entre anxiété et degré de connaissance sur les perturbateurs endocriniens. Or, je vous le disais tout à l'heure, tous les facteurs environnementaux pendant cette période précoce vont avoir les mêmes impacts sur le capital santé ou sur le développement des maladies neurodéveloppementales. Et en l'occurrence, le stress toxique, un stress chronique, prolongé, répété, va avoir les mêmes conséquences qu'une exposition aux perturbateurs endocriniens, avec des pathologies neurodéveloppementales possibles ou le développement de maladies non communicables. Et donc, la façon dont on va passer le message, ça veut donc dire que la façon dont on va passer le message va être déterminant sur ce sujet-là, pour éviter d'augmenter encore l'anxiété qui existe sur le sujet. D'autant que quand on aborde le sujet des perturbateurs endocriniens, on s'aperçoit qu'il y a régulièrement des injonctions paradoxales, des informations contradictoires. Il est recommandé de consommer 2 fois par semaine du poisson, parce que ça apporte des oméga 3 et que c'est important pour le développement cérébral de l'enfant futur et le développement de sa vision. Mais on sait que les poissons contiennent des perturbateurs endocriniens, des retardateurs de flamme, des métaux lourds. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Les études en fait, qui ont montré les bénéfices, de la consommation de poissons, ont été faites avec des poissons qui étaient contaminés. C'est pas des poissons spéciaux qui ont été faits dans ces études. Et donc le bénéfice de respecter ces recommandations est plus importante que, les risques potentiels liés à l'exposition, via à la consommation de poissons par les perturbateurs.
endocrinien, sous réserve qu'on n'a pas une surconsommation, hein. C'est 2 fois, par semaine. Voilà et puis les recommandations, elles sont multiples. Il faut, naturellement, allaiter son bébé, ça améliore son développement. Il faut faire de l'activité physique, il faut manger du poisson, je vous disais. Veiller à une bonne interaction, attachement, parents, enfants. Attention, aux bougies, et aux composés organiques volatiles. Mode de vie qui est important. Oh là, ne pas mettre trop de vernis à ongles. Attention aux vêtements neufs, ça contient des phtalates. Attention aux peintures. Voilà, toutes ces recommandations qu'on entend, qui sont extrêmement multiples et qui sont pas, suffisamment hiérarchisées, pour les parents. Or, on sait maintenant que cette multiplicité d'informations de toutes sortes, autant sur les perturbateurs endocriniens que sur les autres facteurs environnementaux, est une source d'épuisement parental qui va conduire à un surmenage, un épuisement parental qui qui est en fait l'équivalent d'une distanciation émotionnelle, face à l'enfant et qui finalement, là aussi, peut avoir un impact plus tard pour la santé de l'enfant. Or, on peut hiérarchiser, les informations. Il est clair que la qualité du lien parent-enfant, la qualité de l'interaction précoce, le développement du langage de l'enfant, hem, joue un rôle majeur. Les pratiques éducatives, bien plus importantes que le reste. Si on regarde les odds ratios, c'est un odd ratio de 1 à 10. Le mode de vie, c'est le 2e grand facteur, c'est la façon de s'alimenter, l'activité physique pendant la grossesse et la période précoce de la vie, c'est le facteur 2, au ratio de 1 à 5. Et puis les facteurs dont on parle aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, quand on regarde les effets, alors c'est vrai qu'on regarde souvent un produit, mais quand on regarde les autres ratios, c'est 1,2, 1,3, donc c'est tout de même une dimension, en dessous. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser, mais il faut relativiser et replacer le problème des perturbateurs endocriniens dans la stratégie, 1000 jours. Juste un petit mot, dans la commission 1000 jours, initialement, il était prévu de parler que de ce facteur, 1, des liens, et pas du tout des perturbateurs endocriniens. Ça a été rajouté, ça apparaît maintenant dans le rapport 1000 jours, mais pour vous dire, qu'effectivement, hem, cette connaissance de la hiérarchisation des risques est importante à avoir en tête quand on parle des programmes, 1000 jours et donc, vous n'êtes pas sans savoir naturellement qu'il y a une nouvelle politique de santé qui vise, à améliorer l'environnement pendant ces 1000 premiers jours. Un rapport a été, rédigé qui est destiné donc, aux professionnels pour avoir une feuille de route, qui, les aide, les professionnels de l'éducation, professionnels de santé, qui les aide à mettre en place des programmes, qui visent à améliorer la santé et l'idée en fait, c'est d'accompagner, les parents sur le parcours, 1000 jours, par des professionnels formés. Donc je rejoins la question qui était posée, antérieurement. Oui, il est très important de former, les professionnels de l'éducation, les professionnels de la santé, parce que c'est eux qui vont accompagner les parents, hem, dans l'idée en fait de mettre en place, des programmes susceptibles d'influer le comportement des familles vers un comportement entre guillemets «plus sain» et probablement que le meilleur moyen et ça a été dit dans le rapport 1000 jours, c'est de faire en sorte que les parents puissent partager leur expérience. Si les informations sont descendantes du professionnel qui donne des conseils et qui dit aux parents ce qu'ils doivent faire, il est peu probable que ça puisse avoir un impact, important. Ça en aura un peu, mais probablement pas majeur. L'idée ici, c'est plutôt de favoriser les échanges entre parents, les échanges entre pairs, tout ça soutenu par un professionnel formé, sur ce parcours, 1000 jours. Donc débuter le plus précocement possible en début de grossesse, idéalement lors de l'entretien prénatal précoce ou personnalisé, vers 3 mois de grossesse et puis d'accompagner dans le cadre de groupes de parents, les familles. Il va y avoir la naissance,
à 9 mois et puis de pouvoir poursuivre l'accompagnement des familles sur ce parcours après la naissance des parents. Les parents nous disent clairement qu'après la naissance, ils se sentent très isolés et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut pouvoir poursuivre cette démarche, d'accompagnement, encore une fois qui doit être holistique. On ne peut pas extraire les perturbateurs endocriniens du reste. On doit en parler, mais ça fait partie d'un programme global, d'accompagnement des familles. Alors on s'est vite rendu compte sur ce sujet-là, qu'il y a un problème de formation, d'information des professionnels. Il y a un vrai trou dans la raquette parce que les professionnels de santé sont formés pour repérer, diagnostiquer, traiter des maladies. Et quand on parle de grossesse, de parentalité, ben, on est dans la physiologie, on n'est pas du tout dans la pathologie et finalement, les professionnels de santé sont peu formés et là, on vient d'ouvrir je profite pour en parler, donc on vient d'ouvrir un diplôme d'université qui concerne les 1000 jours, parcours des 1000 premiers jours, accompagner la famille, dans lequel on aborde en fait toutes ces dimensions, incluant les perturbateurs endocriniens naturellement. C'est une formation d'1 an. C'est ouvert à tous les types de professionnels, de l'éducation, de la petite enfance, de santé. Hem, voilà, ça a débuté, l'année dernière au Euronouvelle. Dans les formations beaucoup plus courtes qui concernent spécifiquement les perturbateurs endocriniens et les toxiques de l'environnement, il y a les formations FEE, femmes enceintes, environnement, santé. Si vous regardez sur internet, vous avez sûrement une association pas trop loin de chez vous, qui pourrait intervenir dans vos institutions. Et puis juste, un mot d'information pour dire que si vous voulez en savoir un peu plus lors d'un colloque, il y a un colloque, IHAB, en septembre, au cours duquel on va en partie parler du lien entre l'IHAB, 1000 jours, allaitement et aussi toxiques de l'environnement. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet.